Il y a 2 ans, c'est un reportage de Juliette Beau. Vous avez dit que ce qui était bien, c'est que vous pouviez communiquer sur du désaccord. C'est mieux. Hein, c'est mieux, voilà. Laurent est souriant. Dernier rendez-vous avec son ex-compagne dans le bureau de la médiatrice. Pourtant, il y a 3 ans, les rapports étaient très tendus. J'étais assez tendu. On n'arrivait pas à communiquer. Donc, au téléphone, bon, on se raccrochait au nez, on s'envoyait balader. Et c'était vraiment conflictuel, quoi. Ah ben on était arrivé à un stade où toute décision qu'on pouvait prendre, on était tellement méfiants de l'un de l'autre qu'on se faisait des courriers officiels comme pouvaient nous suggérer nos avocats. C'est-à-dire que si on voulait modifier un temps de garde ou un moment pour prendre le petit ou quoi, eh ben on le faisait par écrit. On était arrivé à ce stade-là. Pendant 8 mois, ils ont accepté de se reparler sous le regard d'une médiatrice, dans l'intérêt de leur fils, pour en finir avec les malaises, les médisances et restaurer la confiance. Quand je veux le chercher ou le redéposer, je ne me dis pas que c'est tout le temps rose, quand même. Ça serait inquiétant que vous soyez d'accord sur tout. Non oui. C'est vrai qu'il y a une période un peu au début, bon, c'est vrai qu'on se rentre dedans. J'ai beaucoup de choses et bon, quand on a des réflexions à lire à l'un ou à l'autre, c'est dans un sens, si l'autre ne réplique pas de suite, c'est bien parce que ça calme le jeu. C'est mieux. Hein, c'est mieux, voilà. Parce que c'est vrai que c'est facile de répliquer et puis de repartir encore. Faire reflamber les choses. Voilà. Donc, facile de souffler sur les braises. Voilà. Oui. Vous avez dit que ce qui était bien, c'est que vous pouviez communiquer sur du désaccord. Oui. Alors qu'avant, vous envoyez tout à la figure. On était dedans, on n'arrivait pas à prendre du recul et puis chacun se disait attends, moi je vais pas lâcher parce que c'est toujours moi qui lâche, etc. Sur certains points, et puis bon, on s'en sortait pas, quoi. C'était un cercle vicieux, quoi. Puis il y a peut-être quelque chose aussi de bon, mais comment dire, d'inquiéter l'autre, quoi, quelque part. Je crois que dans la blessure d'une séparation, on a envie de faire payer un c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et quand vous dites, oui, mais si je lâche, j'ai le sentiment de me faire avoir. Autre point difficile, l'argent. Sonia et Laurent ont déjà partagé tout ce qu'ils avaient en commun. Reste une petite somme qui est sur le compte courant. Que vont-ils en faire? On ne va pas reprendre tous les détails parce que les calculs de gros sous, vous savez, vous êtes rendu compte que c'était pas trop mon truc, là, moi non plus. Ainsi, le solde de notre séparation s'avère positif de 457 €, on est même précis, à l'actif de notre fils Quentin. Les 457 € seront déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fils Quentin. Alors je crois qu'il est clair que le solde de votre séparation est positif à l'actif de Quentin, c'est pas simplement de 457 €. C'est symbolique. Voilà. Vous vous êtes dit que si cette question de sous n'était pas résolue, si vous partiez de cette pièce, la question non résolue, ça risquait de revenir, on l'a dit la dernière fois, comme un caillou dans la semelle la chaussure. 8 mois de rendez-vous réguliers dans ce bureau et au final, un protocole d'accord qui fixe de nouvelles modalités de garde. Quentin verra son papa plus souvent. Les signer. Donc les mercredis libérés, lors de ces mercredis libérés, nous convenons que Quentin parte chez son papa. Donc je viens le récupérer le mardi soir à l'école, jusqu'au mercredi soir. Ensuite, le rythme de vie de Quentin, on met de s'engager à maintenir un rythme de sommeil le plus adéquat pour lui-même, quoi. La dernière fois on s'est vu et j'étais un peu agacée parce qu'il était malade quand il avait une chute. Je lui dis, je crois que ça va aller. Et puis là, il me dit, hier soir on a discuté, je lui ai fait, je te remercie ce jour-là de n'avoir pas monté le taux. Alors une chose très importante, oui. c'est que vous ayez pu effectivement remercier le papa de ça. Oh, lui, ça va. Je vais à l'église mettre un cierge. C'est pas Sur 8 mois, la communication s'est établie petit à petit, à mon niveau, et petit à petit, j'ai redécouvert et j'ai réappris à parler avec Laurent.
La situation paraissait inextricable, mais 8 mois de dialogue, parfois âpres, ont eu raison des malentendus. Sonia et Laurent peuvent envisager plus sereinement l'avenir pour le bien de leur fils. Un conflit qui semble sans issue et après 8 mois de médiation, le dialogue renoué, un accord est même finalisé. Brigitte Bogucki, que vaut cet accord ? Alors cet accord n'a pas une valeur légale en soi. Ceci étant dit, s'il y avait une difficulté et qu'on allait devant un tribunal afin de demander à ce que cet accord soit validé, effectivement le tribunal pourrait prendre en compte l'existence de cet accord. Ceci étant, j'ai quand même des petites craintes sur la rédaction de ce type de protocole d'accord, car malheureusement une rédaction un peu maladroite peut en cas de problème être sujet à crise. Qui doit rédiger un accord alors ? Je pense que le recours à un avocat qui serait ne serait-ce que le rédacteur d'un accord déjà passé entre les époux serait quelque chose de considérable. Alors ce couple s'est séparé mais ils n'étaient pas mariés. Est-ce que les droits concernant la garde des enfants sont les mêmes que pour un couple marié ? Absolument les mêmes. Aucune modification, aucun changement. Couple marié ou couple non marié, qu'ils aient vécu ensemble ou qu'ils n'aient pas vécu ensemble, en ce qui concerne les enfants, ce sont les mêmes droits et les mêmes juges. Une question aux téléspectateurs. Nous nous séparons après 15 ans de vie commune sans être mariés. Nous avons 3 enfants. Pouvons-nous les séparer? Ils ont 8, 15 et 16 ans. Oui, légalement, rien ne vous en empêche. Et si vous êtes d'accord, de demander l'homologation au juge de la séparation. Ceci étant dit, on n'aime pas beaucoup d'habitude séparer les fratries, d'autant que les enfants subissent déjà une séparation de leurs parents. Est-ce que vraiment la séparation de la fratrie est nécessaire? Mais ça, c'est un problème plus psychologique que juridique. Légalement, il n'y a aucun problème. Parce que là, il y a un problème d'âge. Il y en a un qui a 8 ans, les autres 15 et 16 ans. Ça n'empêche pas que ce soit une fratrie. Et qu'ils puissent s'aimer et qu'ils puissent pour eux former une famille qu'on va couper en deux. Donc il faut peut-être voir avec un psychologue si la séparation de la fratrie est une bonne chose. Donc ça pour peut les dans enfants, certains on peut cas. faire comme on veut. Ah, exactement comme on veut, il n'y a pas de difficulté. Et pour les biens, est-ce qu'il y a des difficultés? Énorme. C'est-à-dire? Ça dépend, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés? Non, sans être mariés justement. Alors, sans être mariés, il y a de très grandes difficultés parce qu'en fait, les concubins qui vont avoir des biens achetés ensemble sont exactement dans la même situation que s'ils étaient des frères et sœurs qui ont des biens en commun à la suite d'une succession, par exemple. Et donc, il y a de très grosses difficultés pour régler les problèmes des biens. Question téléspectateurs, nous ne sommes pas mariés, nous avons acheté notre appartement en commun à part égale. Je souhaite le conserver, mon ex-ami ne veut pas en entendre parler, que faire? Oulala. Ça c'est précis. Hein. C'est très précis et la réponse est oulala. Alors d'abord une réponse purement légale. Le Code civil prévoit, très jolie phrase, nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. C'est une très jolie phrase, mais elle a quand même des conséquences qui sont relativement compliqué d'un point de vue juridique à mettre en œuvre. C'est-à-dire que celui des deux qui veut vendre peut forcer l'autre à vendre. Ça paraît simple quand on le dit, malheureusement c'est beaucoup plus complexe que ça, car forcer l'autre à vendre, ça veut dire qu'il va engager une procédure devant le tribunal de grande instance, avec un avocat obligatoire, procédure qui va pouvoir durer plusieurs années, malheureusement, avant que la vente ne soit effective. Et pendant tout ce temps-là, il va bien falloir faire quelque chose de cet appartement. Ils continueront tous les deux à être obligés de payer le crédit s'ils ont acheté à part égale et à crédit, comme c'est souvent le cas, et ça peut poser des problèmes graves. Et le problème qui va se poser va être de celui qui va vouloir rester dans l'appartement et à quelles conditions par rapport à l'autre. Et oui, ça c'est la question du téléspectateur. Non mais rester dedans, même en attendant la vente. C'est-à-dire même s'ils se mettent d'accord pour vendre, ou si on sait qu'on va pouvoir forcer quelqu'un à vendre, en attendant la vente qui va durer plusieurs années, qu'est-ce qui va être de cet appartement? Est-ce que l'un des deux va pouvoir rester et lequel? Sinon, est-ce que les deux vont continuer à vivre en commun? Mais quand on ne veut pas vendre et qu'on veut rester dans l'appartement, on peut? C'est très, très compliqué puisque d'abord il va falloir saisir un juge pour lui dire voilà, pour l'instant en tout cas l'appartement n'est pas vendu et moi je ne suis pas prête à signer un document officiel. Donc il va falloir que vous décidiez lequel d'entre nous reste dans cet appartement. Alors Brigitte Bogucki, quel conseil pour deux personnes qui décident de vivre sous le même toit sans se passer la bague au doigt? N'achetez pas un appartement en commun. C'est pas une bonne idée. Donc on doit acheter seul? Oui, en fait, le problème c'est que... On peut pas faire une société? Ah, vous pouvez faire une société, vous pouvez faire une ESCI, vous pouvez acheter en indivision en prévoyant une convention d'indivision très précise. Maintenant, tous ces actes sont éventuellement contestables devant des tribunaux. Il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où vous êtes concubin et pas marié, vous n'êtes pas protégé par la loi de la même façon. Et si je peux lancer un message ici aux concubins, attention, être concubin, ça n'est pas être marié. Je sais que ça a l'air d'une lapalissade comme ça, mais ça n'en est pas une. Beaucoup de concubins vivent ensemble exactement comme s'ils étaient mariés.
C'est-à-dire que, en ce qui concerne les dépenses du quotidien, ils se partagent. Par exemple, on voit beaucoup de concubins qui disent, moi je suis l'habitué puisque c'est moi qui fais les courses, eh bien je paye les courses, le quotidien, la femme de ménage, le pressing, etc. Et puis c'est mon mari par exemple qui fait les gros achats, donc c'est lui qui paye la machine à laver ou les traites de l'appartement. Le problème c'est qu'au moment de la séparation, ça va. Ah, tant que tout va bien, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas mariés. Et donc au moment de la séparation, eh bien qui est propriétaire de la machine à laver? Votre mari. Vous êtes propriétaire des courses que tout le monde a mangées. Merci Brigitte pour tous ces conseils. Un coup